Bonjour à tous. J'espère que tout le monde nous entend bien, enfin en tout cas m'entend bien pour le moment. Alors bienvenue pour ce 5e webinaire qui est organisé par France Cyber Maritime. Alors ce webinaire, il s'intitule Gestion d'incidents et crise cyber, contexte, enjeux et bonnes pratiques pour le monde maritime et portuaire. Alors moi je me présente, je m'appelle Marine Renaudino. Je suis chargée de mission cyber au sein de France Cyber Maritime et c'est moi qui aurai le grand honneur de vous présenter ce webinaire, d'animer ce webinaire aujourd'hui. Pour garantir le bon déroulé du webinaire, je vous invite, si vous avez des questions durant les interventions, de les poser directement dans l'onglet de questions qui est à votre disposition sur Livestorm et on prendra du temps pour y répondre plutôt en fin de webinaire. Alors, je vais vous présenter très succinctement France Cyber Maritime. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée le 17 novembre 2020 à la demande des pouvoirs publics. Alors, elle a deux missions principales qui sont d'accroître la résilience du monde maritime et portuaire face à la menace cyber. Alors ça, c'est ce qui est opéré par le MCERT, qui est le Maritime Computer Emergency Response Team, qui offre en tout cas information et assistance aux opérateurs du secteur donc maritime et portuaire. Et puis la deuxième mission de France Cyber Maritime, c'est de contribuer au développement d'une filière française en cybersécurité maritime, bien sûr, et d'encourager donc la synergie entre les acteurs maritimes et les acteurs de la cybersécurité pour favoriser le développement de solutions cybersécurité qui sont adaptées aux besoins de la filière maritime et portuaire. Donc aujourd'hui, France Cyber Maritime, elle compte environ 70 adhérents qui sont répartis au sein de 3 collèges. Donc on va avoir le collège acteurs publics, le collège solutions qui rassemble les acteurs de la cybersécurité et puis un collège utilisateur qui lui rassemble les acteurs du maritime et du portuaire. Donc dans le cadre de sa mission de développement de la filière, France Cyber Maritime, elle a souhaité mettre en place cette série de webinaires. Donc il y a un webinaire qui intervient en général tous les 1-2 mois et on est là en fait pour discuter des besoins et des solutions du monde maritime et portuaire en matière de cybersécurité. Donc pour ce mois-ci, le thème sera la gestion de crise et d'incidents dans le milieu maritime et portuaire. Je crois que je dis beaucoup maritime et portuaire. Heureusement, c'est le sujet. Alors, dans notre précédent webinaire, on avait pu démontrer que la mobilisation à la fin de moyens humains, organisationnels et techniques était fondamentale pour superviser, détecter, voire prévenir des incidents cyber et qui interviendraient au sein d'une société ou d'une entité maritime ou portuaire. Cependant, et même dans le cas où une entité, elle arrive à détecter ou à détecter un incident cyber, elle a besoin aussi de construire et d'adopter son dispositif de gestion de crise aux problématiques, à ces problématiques cyber, ce qui lui permettra ensuite de pouvoir limiter les conséquences de cet incident sur sa structure. Donc les objectifs de ce webinaire, ce sera les suivants. Ce sera de présenter les principaux prérequis à la gestion d'incidents et la gestion de crise d'origine cyber, donc toujours dans l'environnement maritime et portuaire. Et puis, ce sera aussi de voir comment s'articule la préparation, l'adaptation de cette gestion de crise aux problématiques cyber. Donc, quels sont les outils, les procédures, les entraînements qui peuvent être établis à cet effet. Et enfin, en cas d'incident cyber, de partager les bonnes pratiques afin d'y répondre efficacement. Donc, nous accueillons aujourd'hui plusieurs intervenants qui vont nous faire bénéficier de leur éclairage sur ces questions. Je vais laisser Madame Anaïs Fauré de chez Alsiconi se présenter dans un premier temps. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc enchantée, Anaïs Fauré. Moi, je suis consultante au sein du cabinet Alsiconi, qui est donc un cabinet spécialisé en gestion et communication de crise cyber. Et de manière très très rapide, c'est un cabinet qui intervient sur toutes les phases de la crise, avant, pendant et après. Et on accompagne différents acteurs, et notamment les acteurs du secteur maritime et portuaire. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a adhéré et qu'on fait partie du coup du collège Solutions de France Cyber Maritime.
Super, merci beaucoup. On accueille aussi, monsieur Frédéric Kléber qui est intervenant du jour, pour le MCERT. Frédéric, c'est à Oui, vous. oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Kléber, je suis responsable du MCERT, donc, qui fait partie de l'association France Cyber Maritime. Et Marine nous a déjà bien présenté tout à l'heure, donc je vais gagner du temps pour laisser la parole aux autres. Super, merci beaucoup. Monsieur Fabien Perrat, je vous laisse vous présenter aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien Perrat, courtier en assurance chez Sautier Verlinck, spécialisé sur la branche maritime. Et puis depuis 6-7 ans, de plus en plus impliqué sur le monde du cyber parce que vous autres armateurs et autorités portuaires avez émis le besoin régulièrement de pouvoir être garantis sur un plan assurantiel suite aux attaques qui sont malheureusement, et on va sûrement en parler, de plus en plus prégnantes. Je peux pas vous contredire là-dessus. Et monsieur, Jean-Luc, Zwounka, je vous laisse vous présenter aussi. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Zinca, donc je suis le responsable de sûreté et sécurité des ports de la rade de Toulon, qui comprend des ports de plaisance et des ports de commerce, avec des composantes de sûreté portuaire très spécifiques pour le commerce, donc avec une gestion de la cybersécurité qui doit être prise en compte par tous les ports actuellement et qui va de plus en plus se renforcer avec notamment la directive NIS2 qui va nous faire devenir des opérateurs de services essentiels dans l'ancienne formulation et entreprises et opérateurs d'importance, pas d'importance vitale, excusez-moi, mais opérateurs essentiels, voilà la nouvelle terminologie de la directive NIS2, qui va nous amener à des niveaux de sécurité informatique qui vont être assez proches justement du système d'importance vitale des SAIV, voilà un peu les problématiques cyber qui nous occupent tous aujourd'hui. Merci à tous. Alors, on va commencer avec, peut-être, pour entrer dans le dur du sujet, d'arriver à comprendre ce que c'est la différence entre un incident cyber et ce que c'est une crise cyber. Donc, je vous laisse monsieur, Zwounka répondre, sur cette question. Je Monsieur reprends Zwoun la parole. Je reprends la parole. Pardon. Ouais, non, mais c'est moi, mes manipulations d'écran et le micro, excusez-moi. Donc, on va essayer de prendre des définitions assez simples sur le sujet parce que et pas complexifier la chose. La différence entre l'incident cyber et la gestion de crise cyber, c'est l'incident cyber aujourd'hui, ça fait référence au processus technologique de l'organisation qui doivent détecter et répondre aux cybermenaces auxquelles elle doit faire face, aux violations de sécurité ou aux cyberattaques de manière générique. L'objectif étant de répondre aux incidents, de prévenir les cyberattaques avant qu'elles se produisent, de minimiser les coûts et les perturbations de l'activité résultant de ces attaques qui peuvent prendre différentes formes. L'ANSSI, pour sa part, a délivré une définition que tout le monde peut consulter, mais qui est assez claire concernant la crise d'origine et la gestion de crise cyber. Ça se définit plus comme une déstabilisation immédiate et majeure du fonctionnement du système d'information qui amène à des arrêts de l'activité, impossibilité de délivrer des services. On a aussi des pertes financières qui peuvent être lourdes, des pertes d'intégrité majeures. Voilà, il y a plusieurs actions malveillantes qui sont menées sur ces services ou ces outils numériques. C'est un événement qui a tout de suite un impact très fort vis-à-vis de la structure. Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, parce que j'avais un message, mon micro est coupé, qui peut avoir un impact très fort sur la structure et qui va nécessiter la mise en œuvre justement d'une gestion de crise de manière globalisée et pas juste une réponse à un incident telle qu'elle pourrait être traitée plus facilement par un CERT, par exemple. Oui, bah, c'est tout à fait et du coup, on a certaines spécificités, d'une gestion de crise cyber qu'on retrouve pas dans des gestions de crise, plus classiques, qu'elles soient, physiques, par exemple un incendie, une intrusion. Est-ce que vous pourriez, nous décrire, quelles sont ces spécificités? Alors votre micro Oh est oui, coupé. oui, Ouais, excusez-moi, pardon. mécaniquement, Ça va à être la le fin de problème l'intervention, technique du jour, c'est pas grave. voilà, ça sera moi aujourd'hui. Les spécificités qui existent entre les différentes gestions de crise telles qu'on les présente, même si la gestion de crise, ça peut être aussi une culture très globale, mais pour effectivement le côté, on va dire,
cybersécurité, on a des différences un peu plus particulières, comme vous l'avez dit. On a surtout une double temporalité parce qu'en fait, on a des impacts qui sont immédiats, mais qui veulent être également à plus long terme sur le système d'information. Donc, on se retrouve, excusez-moi, je suis le problème technique encore une fois. On a cette double temporalité qui amène parfois à des remédiations qui peuvent être très longues, qui peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois sur certains systèmes d'information qui ont été impactés. Donc, on a vraiment une différence fondamentale entre la gestion de crise traditionnelle, qui elle-même peut avoir une longue temporalité, mais qui n'aura pas des incidences sur la durée de la même manière. Donc, on est vraiment sur deux facteurs différents. On a également une absence d'unicité du lieu, c'est-à-dire que en fonction de nos systèmes d'information qui peuvent être répartis dans différents sites, on peut être impacté à différents niveaux, et sur différents systèmes, sur tous les différents sites. Donc, trouver à chaque fois comment a eu lieu l'attaque et où elle a eu lieu, avec toutes les interconnexions des systèmes d'information qu'on a actuellement, l'attaque peut se propager très rapidement dans tous les systèmes, donc il va y avoir un long travail de recherche pour déterminer où a eu lieu l'attaque et vérifier que tous les autres systèmes n'ont pas fait l'objet d'attaque. On a également, comme je viens de l'aborder, l'incertitude concernant le périmètre de l'attaque, parce que ça peut être sur n'importe quel système mis en place, hein, ça peut être sur à la fois tout ce qui est serveur, tout ce qui est autre système d'information qui est utilisé, ça peut être de l'IoT également. Donc on a un périmètre très très large dans le fonctionnement, alors que sur une gestion de crise, on est sur un périmètre beaucoup plus réduit, qui reste un périmètre constant, qui peut évoluer vers d'autres choses. Mais là, déjà, dès le départ, on est obligé de prendre l'intégralité de notre périmètre pour aller chercher effectivement où a lieu et où est l'origine de l'attaque. Donc, on a également besoin d'avoir des équipes de réponse, donc les fameux MCERT, pour avoir une réponse très rapide à l'incident, parce que c'est la rapidité, la réponse incident qui va aussi limiter les impacts des attaques. Donc on est sur ces volets un peu plus particuliers, où on reste aussi quand même dans le phénomène général de la gestion de crise, où on doit aussi répondre très rapidement, mais ça reste quand même des spécificités dues aux attaques cyber que l'on peut subir et que l'on voit tous les jours. Et encore aujourd'hui, il y a des annonces sur les attaques cyber qui ont encore eu lieu sur la Fédération française de rugby, par exemple. Voilà. Donc, tous les jours, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, mais plutôt quand. Voilà la véritable question qu'on doit se poser. Ouais. Et puis, oui, je pense que le MCERT pourra d'ailleurs rebondir sur vos explications en nous présentant quels sont les principaux prérequis pour qu'une entité puisse se préparer à ces attaques qui vont tomber forcément un jour ou un autre. Alors oui, effectivement, donc on peut effectivement se poser la question de quand ça arrivera. Et l'idée, c'est quand ça arrivera, qu'est-ce qu'on fera pour y répondre? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord des prérequis qui sont plutôt de l'ordre du traitement d'incidents. On en a déjà parlé sur un webinaire précédent, mais typiquement la connaissance de systèmes d'information, la cartographie de systèmes d'information, ça c'est évidemment indispensable. Et c'est même, c'est même pas dans le sujet d'aujourd'hui tellement c'est bien en amont. Parce que souvent, finalement, une crise, ça peut être vu parfois comme un ou des incidents qui dégénèrent et qui ont effectivement, comme l'a dit M. Zonka, des impacts directs sur l'activité opérationnelle, métier de l'entité qui l'a subi. Je dirais pour la partie quels sont les prérequis sur la gestion de crise. Déjà, c'est le premier prérequis pour moi, il est plutôt de l'ordre du management, c'est de savoir à partir de quand on va différencier, on va passer du traitement d'incidents, qui va regarder surtout les techniciens et les DSI, à une gestion de crise qui, elle, va impacter l'ensemble de l'entité. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais on a parfois le réflexe de se dire, on va partir en gestion de crise immédiatement, mais sauf que la gestion de crise, du fait qu'elle va faire intervenir des acteurs en dehors de leur métier habituel, peut être aussi source de désorganisation à l'intérieur de l'entité. Donc, je dirais qu'il faut le prévoir, mais pas forcément immédiatement. Donc, ne serait-ce que déjà se poser la question de, à partir de quand je décide qu'un incident ou une multitude d'incidents génère pour moi un risque tel sur mon processus métier que je déclenche une organisation spécifique qui est de la gestion de crise, déjà, c'est la première question finalement. C'est quand est-ce que je le déclenche?
quand est-ce que je vais rassembler mes acteurs pour finalement, parce que la gestion de crise c'est ça, ne m'occuper que ce point-là par rapport à mon activité habituelle. La deuxième chose, c'est OK, j'ai mon seuil à partir duquel je passe en gestion de crise. OK, très bien, pour moi, ça veut dire quoi? Qui je fais intervenir dans cette gestion de crise? Qui du COMEX? Qui de la communication? Qui du service financier? Qui du service juridique? Qui du service technique, de la DSI et du RSSI, je vais faire intervenir? Parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas non plus de désorganiser l'entité pour gérer une crise en interne. Donc, c'est désigner dès le départ, finalement, les gens qui vont venir armer cette cellule de gestion de crise. Quels outils vont être mis en place? Quels outils vont être mis à disposition de ces acteurs-là? Sachant que ces outils-là, évidemment, l'idée, c'est qu'ils ne dépendent pas du fonctionnement du système d'information qui potentiellement pourrait être attaqué et être à l'origine finalement de la gestion de crise, puisque là, on se mord un petit peu la queue et on aurait du mal à fonctionner. Et puis après, comme je vous le disais, l'important, c'est de savoir finalement quand est-ce qu'on va déclencher cette gestion de crise. Donc, quels sont les éléments précurseurs, quels sont les scénarios finalement d'attaque qui m'amèneraient à créer à déclencher mon processus de gestion de crise. Et là, ça veut dire quelque part, on a l'habitude d'en parler, mais finalement, c'est une analyse du risque qui ne donne pas son nom, finalement, puisqu'on revient à cette partie-là, de dire quelles sont mes activités, métiers les plus importantes que je veux absolument préserver. Et à partir de là, finalement, ça va déclencher tout le reste de la discussion. Après, dans la préparation de ce processus, il y a aussi, puisque finalement, on va le voir peut-être au fil de la discussion, mais on n'est pas seul dans cette gestion de crise. Il y a effectivement les ressources internes qu'on va venir prélever pour gérer cette partie-là. Puis après, on va potentiellement avoir besoin d'éléments externes. On a un intervenant du domaine des assurances. Typiquement, un CERT externe ou interne va peut-être avoir sa part de travail dans la préparation. On peut imaginer aussi des services plutôt judiciaires qui pourraient avoir leur part aussi. Et peut-être, pourquoi pas, des prestataires, selon l'organisation de l'entité victime, qui vont peut-être avoir leur part aussi à se faire ça. Tous ces gens-là, il va falloir pouvoir être en mesure de communiquer avec eux. Donc, de la même façon, il faudrait peut-être, avant la crise, avoir défini des processus, des circuits de communication, si possible, qui ne dépendent pas, là aussi, des systèmes d'information internes, parce que là aussi, on pourrait se poser la question de la disponibilité de ces systèmes-là en cas d'une crise majeure, et avec lesquels on va pouvoir utiliser dans le cadre de la montée en puissance et des discussions et des interventions qui vont être nécessaires dans ce cadre-là. Donc, pour moi, c'est la plupart des prérequis. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne parle pas des prérequis qui sont du domaine du traitement de l'incident. Pourquoi? Pour moi, parce que je considère qu'ils sont déjà acquis. Si on ne peut pas se dire en position de faire une gestion de crise si on n'est pas déjà capable, si on n'a pas déjà tous les outils pour faire des gestions d'incidents, on va dire, quotidiens. Donc finalement, le domaine de la gestion de crise, c'est plus un domaine organisationnel qui ne touche finalement plus tellement les techniciens. Les techniciens, ils connaissent leur métier, ils savent le faire, ils ont déjà les outils pour le faire. Là, on passe à un step supérieur qui va finalement engager l'ensemble de l'entité, donc avec des processus de management, de gestion de crise, de gestion d'incidents qui seront du domaine métier et plus tellement du domaine technique. Oui, alors effectivement, on voit bien que la gestion de crise, il faut qu'elle ait une certaine adaptation à des scénarios cyber de référence. Donc, on peut voir quelles sont ces adaptations. Donc, je pense que Monsieur Zvonka, vous pouvez peut-être nous parler de ces adaptations en matière plus d'organisation de gestion d'une crise cyber. Et puis, on interrogera chacun des intervenants sur quelles sont les adaptations qui peuvent être faites. Donc, je laisse Monsieur Zvonka commencer sur cette question et puis je vous interrogerai à tour de rôle. Oui, effectivement, pour compléter le propos de notre camarade du MCERT, c'est la gestion de crise, c'est d'abord une vraie phase de préparation et une mise en place bien en amont, qui doit décider de l'organisation générale et qui doit pouvoir déclencher la cellule de crise en fonction des incidents qui sont constatés. Parce que c'est sûr dans les bonnes pratiques, on y viendra tout à l'heure, mais dans le cadre des bonnes pratiques, on dit toujours il vaut mieux déclencher une cellule de crise pour rien que de ne pas la déclencher. Donc, c'est vrai que la nuance entre je déclenche ou je ne déclenche pas, elle peut être ténue. Mais si on fait déjà des scénarios préétablis d'incidents qui sont identifiés, on pourra déjà
de manière mécanique déclencher une cellule de crise et effectivement monter par la suite en puissance et rajouter toutes les composantes de la cellule de crise qui sont nécessaires en fonction de l'importance de l'événement. Donc ça, cet événement-là, bah, ça va déclencher effectivement la possibilité d'avoir une cellule stratégique, une cellule décisionnelle, avec une grosse cellule de communication, puisque la gestion de crise, c'est aussi de la communication, mais c'est à la fois de la communication externe, mais également interne, puisque dans le cadre de la gestion de crise, il faut quand même prendre en compte tout le volet RH de l'incident et parfois par qui il est arrivé, puisqu'on sait bien que à peu près 95 à 99% des incidents, c'est une problématique et c'est de la gestion des bonnes pratiques à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a besoin aussi d'avoir une gestion individualisée parfois de la crise en interne, puisque là, quand quelqu'un appuie malencontreusement sur le lien sur lequel il n'aurait pas dû cliquer, il peut aussi lui-même se sentir en responsabilité et se dire je vais mettre au chômage 20, 30, 40, 50, 100 personnes à cause de mon action. Donc, quelles sont les incidences derrière qu'on peut avoir vis-à-vis de ça? Donc, c'est vraiment un élément humain, un facteur humain à prendre en compte. Donc ça fait partie de tous les aspects qui peuvent être traités. Il y a aussi bien sûr tous les aspects juridiques de cette cellule de crise. Quelles conséquences pour l'entreprise, la perte d'exploitation, l'arrêt de telle activité, quel impact en fonction de l'activité, comment elle va être mesurée derrière, comment on va être en capacité aussi avec le MCR de pouvoir remettre rapidement ce qu'on appelle le RTO, tout le monde le connaît, mais la capacité de pouvoir faire de la remédiation rapidement, être en résilience dans la structure. Donc, c'est déclencher à la fois tous les PCA qui existent, les PRA qui ont été préparés. Donc, tout ça, c'est effectivement une grosse phase de préparation qui nécessite à tout le monde de s'investir sur les sujets, d'investir aussi le côté décisionnel des COMEX ou des CODIR, peu importe comment on les appelle, mais qui doivent s'impliquer sur ces volets-là parce que au moment où on va déclencher une gestion de crise, si on n'a pas un COMEX ou un CODIR qui est prêt à réagir à ces situations-là, il y a peu de chances qu'on arrive à s'en sortir rapidement. Et que les solutions qui ont été identifiées, si les bonnes décisions ne sont pas prises, et ben finalement, la crise va perdurer et on sera de plus en plus en difficulté. Donc on a à mon sens, une vraie culture globale de la crise qu'on doit avoir, qui peut s'appliquer et qui s'applique totalement à une gestion de crise cyber, qui a des spécificités bien particulières, mais qui doit avoir une organisation générale exactement la même qu'une gestion de crise traditionnelle, puisque aujourd'hui, les gestions de crise traditionnelles sont bien éprouvées, il y a vraiment des fonctionnements qui sont mis en place, et on a des prérequis et des points de passage obligatoires sur lesquels on doit tous aller. Donc, la gestion de crise cyber, c'est une gestion de crise particulière, mais qui s'apparente à une gestion de crise traditionnelle, à mon sens, avec toutes ses composantes habituelles, quoi. Avec un MCERT en plus, qui doit pouvoir apporter la réponse à l'incident tel que l'incident est survenu pour les systèmes d'information. Oui, justement, je suppose aussi que du côté MCERT, plus du côté procédure et outils, il y a aussi des adaptations qui sont à faire? Alors oui, alors c'est surtout, à mon sens en tout cas, il y a quand même un point particulier qui touche, qui concerne les attaques de type cyber par rapport aux autres origines d'une gestion de crise qu'il pourrait y avoir, c'est le facteur temps. Si on prend par exemple un des dangers qui peut exister que ce soit sur des bâtiments ou sur les installations industrielles à terre ou portuaires, qui est le feu, l'incendie, on a quand même une grosse différence, c'est-à-dire que même si un incendie peut dégénérer très rapidement, mais on n'arrive quand même pas au niveau de vitesse d'une attaque ou d'un incident cyber. Je m'entends où quand vous faites intervenir les pompiers, quand vous déclenchez une cellule de crise parce que vous avez un incendie, alors effectivement, il y a les premières actions immédiates qui peuvent être prises en attendant les pompiers. C'est souvent comme ça qu'on demande que ce soit fait. Et puis après, il y a une phase d'attente et puis la lutte, elle se met en place, elle se conduit, le feu évolue et petit à petit, on finit par le maîtriser et par l'éteindre. Pour moi, une attaque cyber, alors, on peut partager sur ce sujet-là, mais il me paraît assez illusoire d'avoir cette phase de conduite dont on parle, cette phase de combat. Pour moi, l'attaque cyber, elle est tellement fulgurante qu'en gros, on gérera ensuite les conséquences de cette attaque-là, mais la phase de lutte, elle est extrêmement courte. Et là, on va être très clair, on a l'habitude de dire, elle dépend uniquement et
quasiment à 100% des premiers utilisateurs qui vont la subir, pour potentiellement la déclencher, pourquoi pas. Et selon leur réaction immédiate, on arrivera ou pas à contenir dans un périmètre relativement contraint les conséquences de cette attaque-là. Mais pour moi, c'est vraiment la grosse différence. Et ça veut dire effectivement, comme l'a dit M. Jonca tout à l'heure, la gestion de crise cyber, c'est une gestion de crise qui se prépare avant. C'est illusoire de vouloir inventer des choses pendant la gestion de crise. Pendant la gestion de crise, on déroule un plan qui est défini à l'avance, et quelque part, il n'y a pas de place à l'imagination ou à l'improvisation. Soit c'est préparé à l'avance et on a les outils et on s'en sortira, soit on improvise et là, ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un petit peu, pour moi, la grosse différence par rapport aux autres gestions de crise. Après, les grands principes, finalement, on va les retrouver. Le besoin de communication interne et externe, le besoin de coordination, les approches et les grosses décisions potentiellement stratégiques qui vont devoir être prises, et d'où l'importance de la participation du COMEX aux gestions de crise. Et tout ça, on va le retrouver finalement, quelle que soit la nature de la crise. Mais voilà, avec le facteur temps qui, pour moi, est vraiment la grosse différence pour les aspects cyber. Oui, puis on a pu l'évoquer déjà dans vos deux discours, mais sur les adaptations en matière de communication, peut-être que vous, Anaïs Forêt, vous aurez des réponses à nous apporter. Oui, alors déjà, tout ce qui est évoqué là, ça fait écho à ce qu'on voit énormément chez nos clients. Effectivement, il y a des choses communes sur tous les types de crises. Je rajouterais juste un petit point sur les spécificités des crises cyber. Ce qui est parfois oublié et on le sent dans les crises à chaud qu'on accompagne et même en entraînement, c'est que derrière une attaque cyber, il y a une volonté profonde de nuire, il y a un vrai caractère de malveillance, là où sur d'autres incidents ou sur d'autres crises, que ce soit des crises sanitaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, un incendie, une intrusion, on n'est pas forcément sur le même type de crise et en face, on n'a pas forcément les mêmes acteurs. Sur l'aspect communication, du coup, pour répondre à votre question, effectivement, il y a certaines spécificités, notamment sur la nature très technique de base de ce type de crise. Vous allez avoir des communicants, des directeurs communication, et c'est un sujet sur lequel on intervient énormément auprès de nos clients, qui sont très bons sur tout ce qui est communication corporate, communication sur d'autres types de crises qu'ils ont l'habitude de vivre. Néanmoins, sur les sujets cyber, il y a un niveau technique et un impact avec une terminologie très précise qu'il est parfois très difficile de prendre en main, et à juste titre, parce que quand on n'a pas l'habitude de traiter ce genre de sujet, c'est très compliqué. On le voit dans certaines situations où on va avoir des codires qui ne souhaitent pas aborder le fait que ce soit une cyberattaque parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie d'évoquer le mot qui leur fait peur, qui préfèrent parler d'intrusion, de panne informatique, de tentative. Et parfois, ça peut être très, très rapidement repris, que ce soit par les médias en interne et potentiellement générer en fait une crise dans la crise. Sur cet aspect terminologie et technicité des crises cyber, ce qu'il est important aussi d'avoir en tête, c'est que les journalistes que vous allez avoir sur d'autres types de crises sont pas forcément les mêmes que ceux que vous allez avoir en face de vous sur des crises cyber, qui sont parfois à l'origine des chercheurs en cybersécurité et qui vont vous poser du coup des questions très pointilleuses parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, ça fait le lien avec un autre élément qui, selon nous, est indispensable dans la préparation et dans l'adaptation des dispositifs. C'est vraiment le besoin de coordination entre à la fois toutes les ressources communication, les ressources techniques, parce que là où le RSSI ou le DSI vont avoir une connaissance très importante sur le système d'information, la communication aura, elle, des types d'éléments de langage, de postures de communication. Et puis, coordination aussi avec les équipes juridiques qui sont parfois oubliées et qui pourtant, sur des cyberattaques, avec notamment des fuites de données, etc., sont des ressources indispensables pour notamment réussir à communiquer de manière efficace et surtout pertinente sans pour autant mettre l'entreprise et l'organisation dans une posture malaisante et communiquer à juste titre sur la cyberattaque. Et puis on va finir avec Monsieur Perra qui, je pense, saura nous parler de police d'assurance, en tout cas d'adaptation qu'on peut faire au niveau cyber sur les polices d'assurance
dans le cadre d'un dispositif de gestion de crise. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, vous savez, l'assurance, c'est que le miroir d'une activité économique, donc tout a déjà été dit en vrai, hein. Non, non, avant de parler d'assurance, juste un petit, comment dirais-je, un petit ressenti. Nous avons vécu une attaque, une vraie, une grosse, très très grosse attaque. Nous ne sommes pas une entreprise du domaine maritime, nous sommes un cabinet de conseil, mais 2000 collaborateurs à l'arrêt à partir d'un samedi soir jusqu'au dimanche matin. C'est compliqué, ça dure plusieurs semaines ensuite. Ce qui nous sauve dans l'histoire, et c'est pour ça que je donne cette information-là, parce que nous avons déjà pas mal communiqué dessus, c'est qu'il y a eu une coordination qui était préparée. Tout était prêt à l'avance. Parce que, et M. Zwanka l'a dit tout à l'heure, la vraie question actuellement, c'est pas de savoir est-ce qu'on va être attaqué, c'est quand allons-nous être attaqués, malheureusement. Bon, nous, les équipes techniques étaient en place et on les remercie encore, autrement l'entreprise aurait disparu. Mais également, la communication a été gérée et surtout, ça a été piloté par la direction générale qui avait été préparée. Une fois que j'ai dit ça, à un moment donné, on s'est tous posé la question et tout le monde, je pense, se pose la question du coût de la gestion de crise. Parce que quand on va parler d'assurance, on va parler à un moment donné de la prise en charge des frais. Les frais peuvent être très importants. Alors, les frais consécutifs, M. Zwanka également l'a dit, on va parler des pertes d'exploitation tout à l'heure. On peut parler de dommages matériels quand on est dans le monde maritime, sur des événements qui viendraient à toucher des navires. Tout ceci a vocation à être garanti dans les contrats d'assurance. Maintenant, on a quand même une difficulté, on en a même plusieurs d'ailleurs. La première, c'est existe-t-il encore un aléa? À partir du moment où on est presque sûr que l'événement va avoir lieu, il n'est donc plus par définition aléatoire. Le b.a.-ba du droit des assurances, c'est si vous n'avez pas d'aléa, vous ne couvrez pas votre risque. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans le monde assurantiel, dans le monde de la finance très clairement, pour savoir si on peut encore assurer ce risque. À date, c'est toujours le cas. Le deuxième point, c'est la problématique du ransomware, donc le rançongiciel. Beaucoup de questions se sont posées au niveau, à l'origine, des institutions américaines, puis après ça a basculé vers l'Europe. En France, il y a eu des débats au Parlement l'an dernier sur le sujet. Avons-nous encore le droit d'assurer les rançons? Alors on dirait que le sujet n'est pas propre au cyber, et surtout nous, dans le monde du maritime, on connaît bien les rançons depuis bien longtemps. La piraterie maritime, elle date pas de la semaine dernière. Maintenant, il y a eu un tel tsunami de rançongiciel ces dernières années que la question devient prédominante. Aujourd'hui, bon, plus exactement en fin d'année dernière, il y a eu, pour ce qui est de notre pays, pour la France, une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui est allé dans le sens de dire vous pouvez encore garantir les rançons, mais à partir du moment où la personne morale touchée vient à porter plainte dans les 72 heures de l'événement. La problématique, c'est que pour l'instant, la loi est officiellement en vigueur depuis la fin avril, mais il n'y a pas encore eu de décret d'application. Donc on ne sait pas encore si tout le monde est impacté. Si votre contrat d'assurance a été souscrit à l'étranger, est-ce que la loi française va être applicable ou pas? Si l'armateur français a des bateaux battant pavillon étranger, des single ship companies qui ne sont pas immatriculés en France, est-ce que c'est applicable? Toutes ces questions méritent encore des réponses de la part du législateur. Une fois qu'on a dit ça, le message que j'entends faire passer dans ce webinaire sur ce sujet, c'est que vous allez avoir des frais de remédiation, des frais de communication, on en a parlé, des éventuels dommages matériels, surtout des pertes d'exploitation, peut-être des rançons. Tout ceci, à date, est assurable. C'est pas facile, c'est très compliqué, mais ça peut l'être. Et à partir du moment où ça l'est, l'assureur, et c'est là où je vais finaliser le propos, doit entrer dans la gestion de crise. C'est pour ça que ces travaux se font en amont. Ce sont les compagnies d'assurance qui ont dédié des équipes à ça, ont des équipes de techniciens. Ce ne sont pas des souscripteurs de gestion sinistre classiques. Ce sont vraiment des anciens DSI pour la plupart qui travaillent dans ce domaine-là et qui vont participer, se coordonner, notamment avec les équipes juridiques et les équipes techniques, dans notre cas d'espèce, des armateurs et des autorités portuaires, pour pouvoir accompagner au coup par coup afin d'optimiser la prise en charge. Maintenant, c'est quand même pas évident parce que le nombre d'attaques et à France Cyber Maritime, vous le savez bien, on le sait bien, ne cesse d'augmenter. Donc la question de l'assurabilité, la question de la gestion de ce risque-là est quand même totalement entière.
Oui, donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'adaptations, à la fois, que ce soit les assurances, la communication, que ce soit même sur les outils. Hem, mais avec ces adaptations, je pense qu'il y a une partie de sensibilisation à faire aussi auprès des collaborateurs, qui vont être intégrés au dispositif, de gestion de crise. Ça va être, probablement des exercices assez variés, de différents niveaux. Je pense que Alciconis, pourra nous préciser, comment, mettre en place des exercices de gestion de crise, qui sont efficaces et des entraînements, en ce sens aussi. Effectivement, alors une chose qu'on aime bien dire, enfin qu'on aime très souvent, qu'on dit à nos clients notamment qu'on entraîne, c'est un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. Par là, on entend que effectivement, parfois on n'a pas forcément le temps de s'entraîner, parfois il n'y a pas forcément les budgets, ou parfois on prévoit de s'entraîner et puis finalement, bah, on se fait attaquer et tout est repoussé. En tout cas, s'il y avait quelques clés qu'on pourrait partager, c'est que d'une part, et ça a déjà été évoqué par mes collègues, mais l'idée c'est de pouvoir embarquer toute la chaîne de commandement. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que au début, on nous demandait d'entraîner beaucoup les équipes décisionnelles, les comex, les codir, de les sensibiliser, parce que parfois, ben, la direction s'empare pas forcément de ces sujets-là, parce que c'est pas au cœur de leur métier, parce que on n'a peut-être pas aussi forcément envie de prendre conscience du fait qu'on peut être vulnérable face à ce type de menace. Mais de plus en plus, on va venir en fait entraîner pardon, à la fois les équipes opérationnelles et à la fois les équipes décisionnelles pour justement venir mettre en musique un petit peu les dispositifs et puis mettre en pratique ce qu'on a prévu en théorie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tester à la fois la chaîne de remontée d'alerte, de pouvoir tester la coordination, la communication entre les équipes décisionnelles et les équipes opérationnelles. Et puis, un élément qui est très important, c'est que parfois, on a du mal à comprendre la différence entre le temps de l'investigation, qui prend du temps. On l'a déjà évoqué, les crises cyber, c'est pas des crises qui vont se résoudre en quelques jours, mais parfois ça prend des semaines, des mois. Donc le temps de l'investigation qui est très long, et à contrario, le temps de la prise de décision qui, lui, doit se faire parfois très rapidement, parce qu'on a des autorités à contacter, parce que on doit mettre en place des procédures dégradées, parce qu'on doit notifier des personnes si on a une fuite de données, enfin que sais-je. Et du coup, c'est vraiment de faire passer le message que dans tous les cas, il faudra gérer la crise et qu'il y a vraiment besoin de se coordonner et de se comprendre. Donc effectivement, il y a différents types d'entraînement. Ça peut être des entraînements d'une journée, ça peut être des entraînements d'une demi-journée. Enfin là, c'est vraiment en fonction de la maturité aussi de l'organisation. Et l'idée, c'est de pouvoir, que l'entreprise puisse, à travers ces entraînements et à travers ces exercices, prendre conscience de ce qui fonctionne bien, parce qu'il y a forcément des choses qui fonctionnent bien au sein des dispositifs de crise, et puis tirer des leçons, des axes d'amélioration pour pouvoir après mettre en place des plans d'action et augmenter la résilience. On n'est jamais totalement prêt face à une crise cyber parce que même si on est touché par deux ransomware, ben, les deux ransomware ne seront pas forcément les mêmes parce que c'est pas forcément le même groupe d'attaquants, on touche pas forcément la même partie du système d'information. Néanmoins, se préparer, ça permet de développer des mécanismes. Et puis, un élément aussi important, on évoquait tout à l'heure l'humain dans la gestion de crise. S'entraîner, ça permet aussi de savoir comment vont réagir nos partenaires, nos collaborateurs en crise. Et parfois, on n'a pas forcément les mêmes comportements. On développe des réflexes naturels qu'on n'a pas forcément dans la vraie vie, du moins en temps normal. Et s'entraîner, ça permet aussi de composer avec les réactions de chacun et puis de savoir en crise comment on réagit et puis ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit faire pour essayer de gérer au mieux la crise et de s'en sortir le plus efficacement possible. Donc merci beaucoup. C'est vraiment, c'est bien de pouvoir, prendre conscience qu'on a des entraînements, qu'on peut mettre plein de choses en place, avant d'avoir un incident qui nous tombe qui nous tombe dessus. Donc effectivement, pendant la crise, on va avoir un certain nombre d'entités qui sont impliquées pour, essayer de limiter, les impacts, rétablir les services, qui peuvent être critiques, essayer de garder la confiance aussi des parties prenantes. On a un certain nombre
dispositifs et d'outils, de procédures qui sont testés en amont de la crise, avant même qu'elle n'intervienne. Mais alors, on pourrait se poser aussi la question de savoir quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être adoptées sur différentes cellules qui composent le dispositif de gestion de la crise. Par exemple, sur la cellule juridique de ce dispositif, je pense que Monsieur Perra, vous pourrez nous aiguiller peut-être sur cette question-là. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense, et cela a déjà été dit, il faut absolument que les directions juridiques fassent partie de la cellule de crise. C'est déjà le b.a.-ba. Alors, c'est pas uniquement dans la crise cyber, mais en amont, dans la réflexion relative à la prévention, il faut que les directions juridiques soient impliquées parce que vous avez des impacts à l'extérieur. Cela a été dit, vous avez la responsabilité de votre entreprise qui peut être engagée du fait, alors certes, on a parlé à un moment donné de fuite de données, c'est un cas, mais également la crise peut entraîner des dommages matériels et ou immatériels consécutifs, comme on dit, à des tiers du fait du système d'exploitation de votre entreprise. Donc forcément, vous allez être tout à coup, enfin la structure va être tout à coup mise en cause. Et là, forcément, il faut absolument que les directions juridiques soient en place ou avec des cabinets externes. Certains travaillent avec des cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine parce que ça va permettre immédiatement de vous protéger. Si on rentre dans notre monde maritime, quand on va parler de transporteurs de passagers, on voit très très bien quel peut être l'impact dans le cadre notamment de la divulgation de données. Ça vaut pour tous les domaines d'activité. Mais effectivement, le monde juridique, enfin, les directions juridiques doivent être impliquées. Et il ne faut pas, si je puis me permettre une injonction, mais c'est plus un sentiment, voire presque un conseil, il ne faut pas opposer le juridique et le conseil et le technique, pardon. Ça va ensemble. Dans la prévention, les deux doivent fonctionner ensemble. Je dis ça parce qu'il m'arrive quotidiennement de parler avec des armateurs. Enfin, mon travail, c'est de parler avec des armateurs toute la journée. Et nous sommes des fois retrouvés dans des situations où les DSI, les directions techniques informatiques, considéraient qu'elles n'avaient pas impliqué le juridique, la finance et l'assurance parce que les budgets qui pouvaient être alloués ne seraient plus alloués aux directions techniques. Ça, c'est dans la réflexion en amont. C'est un peu dommage parce que le jour où on va arriver dans la crise, en fait, on doit avoir une coordination complète. Il faut être piloté, il faut que la direction générale soit impliquée. Il faut bien évidemment que les DSI et toutes les équipes techniques soient là, ce sont eux les maîtres du jeu, mais il faut aussi et surtout pouvoir se faire prendre en charge tous les frais. Ça peut coûter extrêmement cher, la gestion d'une crise cyber, hein, et ça peut mettre à genoux une entreprise. Et donc ça fait en sorte qu'on est tous dans le même bateau, concrètement. Enfin, tout dernier point, je reviens quand même sur ce que j'ai dit un tout petit peu plus tôt, la problématique de l'assurabilité des rançons, parce que c'est un vrai sujet débattu. Il y a eu des empoignades au Parlement l'année dernière sur le sujet. Beaucoup d'entreprises poussent pour se faire rembourser les rançons. L'ANSSI considère que c'est un pouce au crime vis-à-vis des pirates. Je ne ferai aucun jugement moral sur le sujet, il faut rester très pragmatique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut se faire indemniser du paiement d'une rançon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ensuite, on pourrait plutôt s'intéresser à les bonnes pratiques en matière organisationnelle, cyber et IT. Donc, je pense que le MCERT pourra nous donner un ensemble de bonnes pratiques sur ces sujets-là. Oh, oui, alors avec beaucoup d'humilité parce que bon, c'est d'abord une question de connaissance de ces systèmes, mais ce qu'on peut ce qu'on rappelle souvent aux gens, c'est on l'a dit depuis le début, une crise cyber, ça se gagne avec la préparation en amont. C'est pas une fois que c'est déclenché que ça va se résoudre. Et donc tout le travail est là. Tout ce qui va être fait par les équipes IT ou les équipes opérationnelles au moment du déclenchement de la crise, ça doit être préparé, ça doit être connu, ça doit être vérifié avant. Déjà, ça aura un effet bénéfique sur l'équipe, c'est-à-dire que ça lui réduira son niveau de stress. Elle sera pas, les opérateurs, ils seront pas là à se dire ah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Ils auront déjà vu ça, ils auront déjà lu leur procédure, ils l'auront peut-être rédigé eux-mêmes, et donc ça devrait dérouler. Et ils n'auront plus qu'à finalement à gérer et à prendre en compte sur leur charge mentale, si je puis dire, que les éléments liés à l'analyse spécifique de la crise, et pas de qu'est-ce qu'il faut que je fasse après et est-ce que j'ai un support. Non, parce que pour faire mon prélèvement, par exemple,
Parce que non, ça aurait été prévu à l'avance, le support il sera là, il sera dans sa valise et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'importance de prévoir à l'avance ce qu'on appelle des procédures, ce qu'on pourrait appeler des playbooks. Enfin bref, faire en sorte que toute l'équipe sache, chaque membre de l'équipe sache exactement ce qu'il a à faire à partir du déclenchement, quelles sont les grandes phases de son action, qu'il puisse se projeter aussi sur son activité suivante et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rôle important. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que, et c'est souvent celle qui est un petit peu mise sur le côté, c'est faut aussi apprendre à préserver les équipes techniques qui vont intervenir. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est eux les pompiers. Il y a personne d'autre qui sera sur le terrain à faire le travail. Mais sauf que on est tous dans le même monde. On sait très bien que ces équipes, elles sont pas nombreuses. On a du mal à avoir des bons techniciens ou en tout cas à les garder longtemps. Donc il faut les préserver. Une crise, on sait grosso modo quand ça se déclenche, on ne sait jamais quand ça va se finir. Et on est tous comme ça, on veut aller vite au début, donc on a tendance à mettre toutes les ressources immédiatement. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe quand la crise, elle dure pas 1 heure, elle dure une demi-journée. Quand il arrive 20h le soir, il faut garder ces gens, que peut-être ils vont passer toute la nuit. Et puis finalement, la crise, elle va durer 1 semaine. Donc là, ça peut pas marcher en ayant tout le monde. Et ça, c'est le rôle primordial finalement du manager, ou potentiellement du RSSI, qui devra prendre en compte et prendre sur lui quelque part, de dire non, plutôt que de mettre tout le monde sur le pont pour essayer de trouver une résolution rapide, je vais me ménager parce que je vois moi que manifestement, vu les conséquences de l'attaque, elles seront pas réglées dans les 2 heures, donc je vais préserver mon équipe, je vais prendre une part de mon équipe volontairement, je vais la mettre de côté, je vais lui demander de se reposer, et puis quand mon équipe qui elle est sur le pont sera fatiguée, je la remplacerai et j'organise mon tour de rotation de ce style-là. On y pense rarement, mais c'est pareil, ces gens-là, ils vont être à 100% occupés sur leurs tâches. Il faudra aussi jouer un petit peu la logistique pour ces personnes-là. Il faudra leur faciliter le travail, leur fournir de quoi se restaurer, leur fournir de quoi se reposer, vraiment les mettre vraiment dans les conditions les plus agréables pour faire leur travail. Ça tient aussi pour le RSSI. Il faut voir que le RSSI, lui, c'est lui qui va faire un petit peu la courroie de transmission entre son équipe technique qui va traiter des points extrêmement complexes techniquement et finalement une équipe de managériale qui, elle, n'a pas la connaissance technique, mais à qui il faudra bien faire passer les messages importants. Le niveau de dangerosité, les niveaux d'impact qu'on va pouvoir avoir, tout ça va falloir les traduire en mots compréhensibles par un COMEX ou par des spécialistes juridiques qui n'ont pas forcément la même connaissance, la même compétence technique. Et ça, c'est ultra important. Et après, il y a un point, donc on y a parlé, mais effectivement, toutes ces procédures, tous ces outils, il faut qu'ils soient vérifiés, il faut qu'ils soient contrôlés. On le sait tous, on n'aime pas faire ça, mais ce sont des équipements qui sont spécifiques, des logiciels qui sont parfois très complexes. Ça aussi, ça a besoin d'avoir son petit maintien en conditions de sécurité, son petit maintien en conditions opérationnelles. Ce serait quand même dommage, le jour où on en a besoin, qu'on va démarrer l'ordinateur, le seul ordinateur qu'on a, avec les gros logiciels hyper complexes, et là où on en a vraiment besoin, et de s'apercevoir que toutes les mises à jour Windows n'ont pas été faites, et on est parti pour 2 heures de mise à jour avant de pouvoir le lancer, le logiciel. Donc ça, c'est évitable facilement. Il suffit de déclencher, d'utiliser ce PC-là, de le mettre en route. Ça permet aux opérateurs éventuellement de prendre un petit peu de temps pour se rappeler comment on l'utilise, de relire la procédure. Et puis, ça peut aussi avoir un autre avantage, c'est que là, on parle quand même d'une cellule avec différentes spécialités, une cellule juridique, une cellule de crise stratégique. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les yeux des autres composantes sur le métier du technicien en dehors d'une phase de stress. Et ça évitera par la suite qu'on ait des réactions du style, parce qu'il y a un prélèvement sur un système compromis, un prélèvement de mémoire, une analyse mémoire, non, ça se fait pas en 5 minutes. Ça compte plutôt en quelques heures. Et donc, ça évitera que la personne vienne constamment aller taper à la porte des techniciens pour dire, alors, votre analyse, elle est terminée. Non, en fait, on n'a pas encore prélevé et on n'en a certainement pas analysé. Tout ça, toute cette petite communication et ce fonctionnement-là, parce que la cellule de crise, faut vraiment voir ça comme une équipe de foot. On n'a pas tous les mêmes métiers, mais on est tous indispensables dans cette équipe-là. Et l'important finalement, quel que soit le sport, c'est que chacun se connaisse correctement, connaisse les forces et les faiblesses des autres pour pouvoir les employer. Ce sera important aussi dans le terme de la communication, sans avoir besoin d'avoir un niveau d'expertise, mais savoir quelles sont les difficultés de l'équipe technique, l'équipe opérationnelle dans son travail. Ça va permettre aussi d'avoir des éléments à fournir éventuellement à des journalistes un peu spécialisés. Donc voilà pour moi les gros points principaux. On en a parlé, mais évidemment tout ça,
ça se matérialise dans les exercices. Alors les exercices, on en a souvent peur. On voit l'usine à gaz arriver, on voit Alciconi arriver avec sa volonté d'aller nous contrôler. Un exercice, ça peut être 3 bouts de papier sur une table. Et au début, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est vraiment la vérification. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de note à fournir à quelqu'un qui est bon ou qui est moins bon. L'important, c'est de vérifier qu'on a tous les outils, que déjà tous les outils sont là, toutes les procédures sont là, on sait où trouver le matériel, on sait qui joindre, et à partir de là, c'est déjà le premier niveau d'exercice. Et après, une fois que ce step-là est passé, on complexifie un petit peu, on met de la technique, on met du stress par des gens qui vont jouer les journalistes, et puis on évolue comme ça, et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà pour moi ce que j'avais à dire. Eh bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, on va reparler plus après de la cellule de communication avec Alciconi, mais je vous ai entendu aussi évoquer tout ce qui est la cellule de crise plus stratégique et décisionnelle. Et je me demandais si Monsieur Dvunka, vous pourriez nous expliciter un peu plus cette cellule-là. Bon, pour compléter ce propos, effectivement, la cellule de crise stratégique opérationnelle, ça nécessite quand même déjà un niveau important dans l'entreprise, ça au niveau des directeurs généraux en général. Ça se situe à ces niveaux-là. C'est auprès de ces gens-là, il faut qu'on apporte la moins mauvaise des réponses pour qu'ils puissent prendre la moins mauvaise décision. Donc en fait, quelque part, on va toujours essayer d'apporter des éléments, on va apporter des éléments très factuels, et d'ailleurs, on va falloir prendre des décisions qui peuvent être stratégiques, qui peuvent avoir un impact sur la vie de l'entreprise. Donc, il faut quand même bien prendre en compte que si on n'a pas travailler ces éléments-là en amont, dans le cadre d'exercices par rapport au COMEX, on peut se retrouver dans des situations de gestion de crise dans la gestion de crise, c'est-à-dire que le dirigeant sera même plus capable de décider quoi que ce soit. Donc du coup, on va se retrouver dans une situation de blocage qui va amener finalement à l'effondrement de la structure. Donc on a aussi besoin de pouvoir bien échanger avec son COMEX, de bien faire comprendre les enjeux, et parfois d'être capable de dire, dans le cadre d'une gestion de crise, c'est peut-être pas au directeur général de communiquer, c'est peut-être pas à la cellule communication de communiquer, mais à désigner d'autres personnes qu'on aura pu identifier lors des exercices, qui seront en capacité à la fois d'absorber le message technique, de le reproduire de manière simple, et de pouvoir le transposer par rapport à la communication qu'on doit faire. Donc souvent on dit, c'est plus un tel, c'est peut-être effectivement le cas, mais c'est dans le cadre de l'exercice qu'on va pouvoir précisément déterminer quelle tâche va pouvoir être assumée par telle et telle personne, et pouvoir ensuite trouver, si on veut être vraiment totalement opérationnel, un doublon pour pouvoir gérer et durer dans la durée, comme ça a été évoqué, parce que la problématique de la gestion de crise, c'est toujours dans la durée que ça pose problème, et qu'on se retrouve avec des gens qui sont qui font 20 heures, 22, 23 heures d'affilée, puis de 5 minutes après, il faut recommencer. Donc ça marche une journée, mais le deuxième jour, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc on est vraiment sur de la ressource humaine, de la gestion, effectivement, en cas de crise, de tous les personnels qu'on doit pouvoir mobiliser, qu'on doit savoir mobiliser. Donc effectivement, il faut identifier toute cette chaîne au fur et à mesure du temps, la mettre en œuvre, la tester, tester toutes ces procédures. Fond, c'est comme une course de fond, on s'y prépare et on s'entraîne, sachant qu'on ne sera jamais totalement prêt. Mais au moins déjà, si on a fait tous ces steps au fur et à mesure, on pourra déjà être assez fort, assez formaté sur les sujets et avoir une capacité de réaction beaucoup plus rapide en cas d'incident, même si on ne maîtrise pas nécessairement quel est l'incident qui va arriver. Mais on aura déjà des bons réflexes qui vont pouvoir nous permettre de nous dégager du temps pour pouvoir traiter plus à même certains sujets qu'on n'aura pas eu le temps d'approfondir. Donc, comme on est en phase de préparation permanente, du coup, on avancera beaucoup plus facilement dans le cadre de cette crise. C'est quelques conseils très pratiques, certes, mais qui sont parfois pas toujours perçus et dont on ne prend pas souvent la dimension. Sans entraînement, il n'y a pas de gens qui sont en capacité de faire. Voilà, il nous faut un entraînement. Certains diront exercice, peu importe le terme utilisé, mais parce que dans le portuaire, on dit entraînement, exercice, c'est un peu particulier. Mais on a besoin d'aller vers ça, de tendre dans toutes les organisations vers ce sujet-là, que les structures soient grandes, moyennes ou petites, ça c'est exactement pareil. Après, plus on est petit, plus on va multiplier le nombre de tâches à l'intérieur même de la structure. Donc, d'où l'intérêt d'effectuer des entraînements qui prennent parfois du temps, mais qui sont nécessaires finalement dans la résolution de cette crise. Oui, puis je pense que du coup, Anaïs, vous pourrez très bien conclure le propos sur ce guide de bonne pratique. Je vous laisse la parole.
Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'entraînement, ça doit s'inscrire aussi dans une vraie volonté de l'entreprise, de l'organisation de se préparer face à ce risque-là. Et puis l'idée, c'est, comme l'évoquait le MCERT, c'est euh, de pouvoir sensibiliser et puis d'adapter les entraînements à la maturité de l'entreprise. Un entraînement, ça peut, au-delà de tester les procédures, etc., ça peut être juste de tester en combien de temps la cellule de crise va se mobiliser. Parce que parfois, on a identifié un canal, on se dit oui, bah nous, si on est en crise, on communique par Teams, on communique par WhatsApp, Signal, peu importe. Mais on se rend compte que le jour d'une crise, c'est pas forcément si simple et que parfois, là où on pensait mettre 10 à 15 minutes, bah, on en met peut-être une heure et demie. Donc, c'est vraiment toutes les phases de la gestion de crise qu'il faut tester, éprouver, inclure toutes les chaînes, enfin toutes les mailles en fait de la gestion de crise, puisque chaque personne est importante et chaque personne identifiée à son rôle. Et si on va un petit peu plus sur les aspects de communication, un élément déjà essentiel à avoir en tête, c'est que effectivement, on a beaucoup tendance à aborder la communication d'un point de vue externe. Il faut communiquer auprès des partenaires, il faut communiquer auprès des autorités, auprès des clients, des journalistes, etc. Mais il ne faut pas négliger la communication interne. Et ce qu'on voit beaucoup aux côtés des clients qu'on accompagne, c'est que parfois, on a tendance à négliger cette communication. Euh, Néanmoins, les ressources internes, c'est ce qui demain va, c'est la première ligne qui nous aidera à remonter notre système d'information et à faire que l'entreprise puisse refonctionner normalement. Donc ça, c'était un point essentiel, ne pas négliger la communication interne. Et puis, bien avoir en tête d'identifier en amont, ce qui fera gagner un temps crucial, toutes ces parties prenantes. Pour pouvoir les cartographier, savoir à qui on doit s'adresser, si on a des obligations de notification auprès de certaines autorités, typiquement quels sont nos fournisseurs, quels sont nos partenaires, nos clients. Ça passe aussi justement par la définition d'un annuaire de crise et puis faire en sorte que cet annuaire soit disponible, peut-être hors du système d'information si jamais tout tombait et puis qu'on se retrouvait sans contact. Donc voilà, bien anticiper tous ces aspects de communication et puis garder à l'esprit que la communication, c'est un levier stratégique qui sera parfois inévitable, on sera obligé de communiquer. Par contre, la gestion de crise ne doit pas être au service de la communication. Et c'est plutôt l'inverse, la communication sert la gestion de crise, ça vous permettra de véhiculer un message, de montrer aussi, d'être transparent. L'idée, c'est pas forcément ni de tout dire, ni de rien dire et de faire de la rétention d'informations, mais c'est plutôt de communiquer sur des éléments factuels, des choses qu'on sait. Mais vraiment de garder à l'esprit que c'est un levier, ça sert à votre gestion de crise, mais ne pas tomber dans le travers de gérer la crise par la com, parce que finalement, ça peut aussi entraîner une surcrise. Et puis, on ne pilote que par ces aspects de communication, que par la réputation, et on peut parfois oublier d'autres aspects de la gestion de crise. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu un beau tour d'horizon de comment gérer un guide des bonnes pratiques donc de cette gestion de crise ou gestion d'incident. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à nos intervenants d'avoir pris le temps de nous donner un éclairage sur ces questions. Alors, pour ceux qui sont ici, le webinaire sera mis en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez accéder à notre chaîne YouTube via du coup notre site web. Et je vais prendre encore quelques minutes. Je vois pas de questions. N'hésitez pas encore si vous avez quelques questions à nous soumettre ou à soumettre aux intervenants. Et puis, sinon, on va conclure le webinaire. J'attends encore peut-être une petite minute. Alors, on a un retour qui nous a dit très intéressant, de monsieur Marc Leca. Merci beaucoup. Alors, si je vois pas d'autres questions, je pense qu'on... Ah, on a une question. Alors, les grands ports ne sont-ils pas considérés comme OIV? Si oui, quelle place pour l'ANSSI dans la cellule de crise?
Je pense que Monsieur Zvonka sera plutôt à vous de répondre à cette question-là. Pour vous répondre, l'ANSSI sera systématiquement avisé en cas d'incident. C'est prévu dans le dispositif SIIV, système d'information d'importance vitale, dans le cadre du système d'activité d'importance vitale dans lequel sont inclus ces opérateurs. Donc l'ANSSI va couvrir tous les champs du spectre, hein, puisque pour l'instant c'est sur le SIIV, mais c'est prévu également pour les entreprises essentielles et les entreprises intermédiaires dans le cadre de la NIS 2. Donc tout le monde va communiquer avec l'ANSSI sur ces sujets, notamment toute la remontée d'incidents pour pouvoir ensuite traiter, diffuser, les CERT également. Toute la circulation de l'information sera faite justement pour que tous les gens puissent être au courant des incidents cyber sur le territoire national, dans toutes les entreprises et les ports, bien évidemment. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question, Roman. Je vois un merci. Alors, on a une question pour le MCERT. Le MCERT doit être prévenu et associé à la gestion de crise. C'est une question. Je laisse le MCERT répondre. Je dirais que oui, bien évidemment. On est là pour ça. C'est notre métier initial. Hein, c'est d'intervenir et d'être à vos côtés pour le traitement de ces crises-là. Alors, évidemment, on n'intervient pas tout seul. On a parlé de l'ANSSI il y a 2 minutes. Hein. Il n'est pas impossible qu'on aille, nous, informer l'ANSSI ou des services d'enquête si c'est nécessaire. Mais on est là pour coordonner cette réponse à incident et mettre toutes nos ressources à la fois en veille et en récupération d'éléments qui permettraient de définir, de trouver l'origine de la menace, en bonne pratique et en allant déclencher éventuellement des actions auprès des membres du collège solutions si c'est utile et si c'est nécessaire. Donc oui, nous on est là pour ça et notre raison d'être c'est ça en fait, hein, c'est vraiment ça. On est là pour faire de la réponse à incident et en particulier pour le MCERT, plus de la coordination de la réponse à incident. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de taper. Merci pour la réponse. Merci, c'était très intéressant. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors nous, l'équipe de France Cyber Maritime, on sera là pour répondre à vos questions et même les transmettre aux intervenants si besoin est. On a beaucoup de merci, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais clôturer l'événement. Et puis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.